Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je me suis écrit une lettre. J'ai reçu une réponse. Cela fait une demi-heure que je suis à genoux et que j'essaie de nettoyer tout ce sang et les bouts de papier. Je progresse mais lentement. Je dois m'arrêter quand mes mains commencent à trop trembler. Je suis sorti de mon appartement pour le moment, assis par terre dans le couloir, et je sens que mes nerfs se calment un peu. Je vais vous dire tout cela pour que tout soit enregistré et aussi pour pouvoir attendre un peu avant de devoir retourner à l'intérieur. Tout a commencé quand je m'ennuyais hier. Il n'y avait plus d'internet dans mon appartement, et après avoir passé quelques heures à essayer de lire ou de faire le ménage, j'étais à court d'idées pour me divertir. C'est alors que j'ai vu la boîte de papier à lettres sur mon bureau. Ma tante Emma me l'avait offerte pour mon anniversaire la semaine précédente, et il n'y avait rien de mal à cela. Il s'agissait d'une boîte de papier de haute qualité et d'enveloppes personnalisées avec mes initiales en haut des feuilles de papier et sur le pli arrière des enveloppes. En tant qu'homme de 70 ans, j'aurais probablement pensé qu'il s'agissait du pyjama du chat, mais en tant qu'homme de 25 ans, pas vraiment. Mais tout de même, je m'ennuyais beaucoup. Alors je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé à faire des bêtises. J'ai d'abord essayé d'écrire de la manière la plus soignée à la plus fantaisiste possible. Mon écriture est horrible, et mes meilleurs efforts ressemblaient à ceux d'un élève de CM1 plutôt qu'à ceux d'un élève de CM2. Mais c'était quelque chose à faire. J'ai ensuite griffonné un peu, mais mes talents de dessinateur sont toujours aussi médiocres. Je commençais à m'assoupir, mais j'ai alors pensé à ce que je pourrais faire avec le papier à lettres. J'ai écrit une lettre à moi-même. C'était une idée stupide, s'écrire à soi-même, mais je l'ai trouvé assez drôle, et je m'ennuyais tellement. J'ai donc pris une feuille de papier propre, et je me suis mis au travail. « Hé, Benjamin, comment ça va aujourd'hui ? Ma journée se passe bien, même si elle est un peu ennuyeuse. Magali n'est pas là parce qu'elle rend visite à ses parents, et Internet est mort. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma vie. C'est nul, fait chier. Au revoir, sincèrement, Benjamin. » Je vous avais prévenu, c'était stupide. Mais la nouveauté de l'idée avait manifestement disparu rapidement. J'ai plié la lettre et je l'ai glissée dans une enveloppe au moins, allant même jusqu'à m'adresser la lettre à moi-même. Je me suis levé de table en soupirant, je me suis allongé et je me suis rapidement endormi. Lorsque je me suis réveillé, c'était en début de soirée, et la chambre n'était que faiblement éclairée par le crépuscule déclinant à l'extérieur. Je me suis approché et j'ai allumé ma lampe de chevet, clignant des yeux à cause de sa luminosité. Je détestais faire la sieste. Je me sentais toujours groggy après la sieste et j'avais du mal à dormir plus tard dans la nuit. Me frottant les yeux, je roulais avec mécontentement sur le côté et commençais à me lever. Lorsque mes yeux se posèrent sur mon bureau, je me rassis. L'enveloppe contenant la lettre que j'avais écrite n'était plus la même. D'une part, elle n'était plus au même endroit, et d'autre part, je pouvais voir sur le lit qu'elle n'était plus de la même couleur et qu'elle semblait avoir une petite tache dans un coin. Je me suis levé et je suis allé à mon bureau. J'ai regardé l'enveloppe de plus près avant de la prendre. Mon nom et mon adresse figuraient toujours au recto. Mais n'avais-je pas écrit plus petit et plus centré que ça ? Quoi qu'il en soit, l'enveloppe elle-même était différente, et il était donc évident que je ne l'avais pas écrit du tout. J'ai alors pensé que quelqu'un était entré dans mon appartement pour me faire une farce ou pour essayer de m'effrayer. La réponse, évidente, était Magali. Cela ne semblait pas vraiment être quelque chose qu'elle aurait fait, mais elle était la seule autre personne à avoir la clé de ma chambre. Après avoir balayé rapidement l'appartement à la recherche d'intrus, je lui ai envoyé un petit texto. Elle m'a juré que ce n'était pas elle et m'a même envoyé une photo comme preuve. Elle semblait également inquiète et m'a demandé si j'avais appelé les flics.
mais je n'en étais pas encore là. Je devais d'abord regarder à l'intérieur de l'enveloppe. Je l'ai ouverte avec précaution et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. J'ai vu un morceau de papier bleu clair qui correspondait à l'enveloppe et qui était complètement différent du papier crème que j'avais utilisé plus tôt dans l'après-midi. Quand je l'ai dépliée, j'ai été surpris de voir qu'elle ressemblait vraiment à mon écriture, mais ce n'était pas la même lettre. Au contraire, elle semblait répondre à la mienne. « C'est bon d'avoir de tes nouvelles. Cela fait des années que je t'observe quand je le peux, et il semble que l'univers nous ait enfin donné un moyen de nous parler. Je suppose que tu habites l'appartement 3B sur Nesbitt Street à Baltimore, n'est-ce pas ? C'est ton oncle Tom qui t'a offert la boîte de papier à lettres pour ton anniversaire. C'est vraiment bizarre. Je suppose que les choses doivent s'aligner parfaitement. Si cela fonctionne et que tu lis ces lignes, je sais que ce sera probablement un choc. Je ne pense pas que ton monde te connaisse comme nous te connaissons. Mais ce n'est pas grave. Nous pouvons échanger nos histoires. Je serai bref pour l'instant, mais j'espère avoir bientôt de tes nouvelles. Gloire et paix, Benjamin. J'ai lu la lettre 3 fois. Je ne pouvais vraiment pas dire que je ne l'avais pas écrite, à part le contenu lui-même qui était décidément bizarre. Celui qui faisait ça était soit un très bon farceur, soit un harceleur dévoué qui avait pris le temps d'apprendre mon écriture. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de ne pas me laisser faire. J'ai répondu avec cette lettre. « Hé mec, c'est bien d'avoir une réponse. Alors tu es comme moi dans un autre monde ? C'est dingue ! Raconte-moi quelques faits sur ton monde et nous pourrons comparer. Et si tu as un souvenir à m'envoyer la prochaine fois, ce serait génial. J'attends avec impatience la prochaine lettre. Sincèrement, Benjamin. » J'ai mis la nouvelle lettre dans une enveloppe. Je l'ai adressée et je l'ai posée sur mon bureau. J'ai ensuite sorti ma tablette, je l'ai branchée et j'ai réglé la caméra pour qu'elle enregistre à un angle où elle pouvait voir mon bureau et la porte de la chambre. J'ai pensé à m'asseoir et à attendre, mais l'idée était trop fastidieuse et rendrait moins probable le retour de quelqu'un. En supposant qu'il ne s'agisse pas d'une blague ou d'un harcèlement ponctuel, l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé d'aller manger un morceau et de voir un film. 4 heures plus tard, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une autre lettre bleue. « Je comprends que tu sois sceptique. Tu penses qu'il s'agit d'une blague, n'est-ce pas ? Eh bien, voici quelques informations, comme tu l'as demandé. Et j'ai envoyé quelque chose qui pourrait t'aider à te convaincre. Notre monde ressemble beaucoup au tien, même s'il est différent à certains égards. Il y a une 40aine d'années, beaucoup d'animaux ont commencé à mourir. Pas tous, bien sûr, mais la plupart des oiseaux, tous les chiens et quelques autres espèces ici et là. On ne sait toujours pas pourquoi. C'est à la même époque que nous avons perdu nos miroirs. Ce que je veux dire, c'est que nos miroirs ont cessé de montrer nos reflets. Beaucoup d'entre eux se sont simplement éteints. Mais certains, où il y a des jumeaux dans votre monde, nous montraient vos reflets à la place. Nous savions qu'il s'agissait de reflets parce que toute l'écriture était à l'envers. Et je peux dire d'après tes lettres que tu n'écris pas à l'envers de toute façon, lol. Mais après ça, beaucoup de gens ont commencé à changer. Ils sont devenus bizarres ou violents. La situation s'est un peu stabilisée maintenant. Mais c'était vraiment grave quand j'étais plus jeune. Beaucoup de gens sont morts. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, les choses vont mieux maintenant, même s'il arrive que des choses bizarres se produisent et que des gens disparaissent. Ton monde est-il comme ça ? D'après ce que j'ai vu et ce que je sais des études que les gens de notre côté ont menées sur les miroirs actifs, il semble que les choses aillent beaucoup mieux là-bas chez vous. Si c'est le cas, je suis un peu jaloux. Mais tu trouveras ci-joint l'une de nos pièces de 5 centimes. Il y a le président Robert Kennedy dessus. Il a été président de 1969 à 1977. Je n'en suis pas sûr, mais je crois avoir lu qu'il est l'une des différences entre ton monde et le mien. Je crois que son grand frère, John Kennedy, a été assassiné dans ton monde, n'est-ce pas ?
Bref, écris-moi bientôt. J'ai regardé dans l'enveloppe et j'ai trouvé une pièce de 5 centimes cachée dans un coin. D'un côté, il y avait le profil d'un homme avec le nom Robert F. Kennedy en dessous, le frère cadet de John Kennedy. Sur l'autre face, il y avait ce qui ressemblait à un gros dindon regardant fixement un bouclier hérissé de lances et couvert d'étoiles et de rayures. Bordel de merde. Je me suis souvenu de ma tablette et j'ai vérifié les images. En fait, l'enregistrement s'était arrêté au bout de 2 heures, mais c'était suffisant. Au bout de 42 minutes, j'ai vu mon enveloppe crème trembler et disparaître. 30 minutes plus tard, l'enveloppe bleue s'était évanouie à quelques centimètres sur le bureau. Je ne savais pas trop quoi faire à ce moment-là. J'ai pensé à demander conseil à Magali, mais ce serait trop difficile à expliquer au téléphone, et je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. Je pourrais appeler la police, mais à quoi cela servirait-il ? Même si je leur montrais la vidéo, ils penseraient qu'elle est fausse et que je suis un crétin qui leur fait perdre leur temps. Je ne savais pas si je croyais tout ce que disaient les lettres, mais je ne pouvais pas nier que les preuves étaient irréfutables, et si ce type était vraiment un autre moi, cela pourrait devenir quelque chose de vraiment génial. Je pourrais même devenir célèbre pour avoir découvert une dimension parallèle. Mais chaque chose en son temps. Je devais écrire une réponse. Waouh, c'est incroyable! Donc tu es en train de me dire que tu peux nous voir à travers les miroirs? C'est un petit peu embarrassant. Tu nous entends aussi ou tu nous vois seulement? Ton peuple a-t-il des théories sur la façon dont tout cela s'est produit? Est-ce que d'autres personnes de ton monde ont eu ce genre d'expérience où tu peux parler à des gens de mon monde? Je suis très curieux d'en savoir plus. Sincèrement, Benjamin. Cette fois-ci, j'ai vu ma lettre disparaître devant mes yeux, pour être remplacée par une autre réponse peu de temps après. Tu as beaucoup de questions, c'est bien. Non, nous ne pouvons pas entendre, seulement voir. Et je ne sais pas si quelqu'un a déjà communiqué de cette façon. Personne ne sait pourquoi le monde change autant. Lorsque les autres choses ont commencé à disparaître l'année dernière, les gens ont dit que c'était la fin du monde, que nous étions jugés. Mais les gens deviennent tout simplement fous, tu sais. Je ne crois pas à toutes ces choses. Les choses changent et nous devons changer avec elles. Ah, au fait, tu as dit que tu avais une Magali dans ton monde? C'est une blonde sexy? C'est ta petite amie? Je n'aimais pas le ton de la nouvelle lettre, et j'avais encore plus de questions maintenant. Mais je voulais qu'il continue à parler, alors j'ai essayé de répondre d'une manière qui le rendrait heureux. Oui, c'est ma petite amie. Elle est géniale. Nous prévoyons de nous marier l'année prochaine. Tu as une Magali, toi aussi? Parle-moi de ton monde quand tu le pourras. Sincèrement, Benjamin. Ma lettre s'est envolée assez rapidement, et j'ai attendu une réponse, mais elle n'est pas venue. Comme il se faisait tard, j'ai fini par aller me coucher, tout en me réveillant de temps en temps pour jeter un coup d'œil au bureau. Vers 6 heures du matin, j'ai vu l'enveloppe bleue, et j'ai sauté du lit pour lire les 2 lignes qui y étaient écrites. J'avais bien une Magali, mais c'était une sacrée pute. J'ai dû la punir. J'espère que la tienne n'est pas une pute elle aussi, lol. J'en avais fini. Je ne savais pas ce que c'était, mais je savais que ça devait être réel et j'avais de plus en plus l'impression que c'était très dangereux. J'ai jeté la lettre et j'ai commencé à regarder autour de moi. J'ai vu le petit miroir que j'avais accroché au fond de mon armoire et je l'ai arraché rapidement, l'entendant craquer lorsqu'il a touché le sol. J'ai essayé de penser à d'autres miroirs et les seuls qui me sont venus à l'esprit étaient ceux de la salle de bain et celui que Magali avait accroché au-dessus du manteau du salon. Magali. J'ai regardé mon téléphone et j'ai vu qu'il était presque 7 heures. Elle serait de retour en ville ce matin et viendrait probablement directement ici. J'ai essayé de l'appeler, mais je suis tombé directement sur sa boîte vocale. Comme si elle avait éteint son téléphone. Je n'avais pas le numéro de ses parents, alors j'ai dû me résoudre à lui laisser un message vocal et lui envoyer un texto pour lui dire de ne pas venir à mon appartement, que je la rejoindrais
au sien à son retour. J'ai réfléchi à ce que j'allais faire jusqu'à ce qu'elle arrive, mais j'ai finalement décidé que je ne supporterais pas d'être moi-même dans l'appartement, et j'ai donc laissé un mot sur la porte disant « Magali, n'entre pas dans l'appartement. Appelle-moi à la place. Je t'expliquerai et je te rejoindrai. » Et j'ai quitté l'immeuble. Pendant les heures qui ont suivi, j'ai fait un circuit entre nos deux appartements, me garant de temps en temps devant l'un ou l'autre. J'ai été assis devant chez elle lorsque j'ai reçu un appel de son téléphone. C'était sa mère. Elle m'a dit que Magali avait renversé son téléphone dans les toilettes en se préparant à aller au lit hier soir et qu'elle les avait mis toutes les deux dans un bol de riz pour le sécher. N'importe quoi. Lorsque Magali est partie pour rentrer à la maison il y a quelques heures, elle a dû l'oublier. J'ai senti ma bouche s'assécher. Sa mère demandait ce qu'elle devait faire pour obtenir le téléphone de Magali, mais je lui ai dit que je devais la rappeler et j'ai raccroché. D'après l'heure à laquelle elle est partie, elle aurait dû être de retour depuis au moins 1 heure. Je savais qu'elle n'était pas à son appartement, alors j'ai filé vers le mien. J'ai vu sa voiture garée en bas de chez moi et ma tête s'est mise à battre. En courant dans les escaliers, j'ai atteint ma porte et j'ai vu que la note que j'avais laissée avait tout simplement disparu. À sa place, se trouvait une feuille bleue de papier à lettres portant un dessin de cœur à l'encre rouge et les mots « Entre, ma chérie » écrits de ma main, de ma propre main. J'ai commencé à crier son nom en ouvrant la porte à tâtons, mais en entrant, j'ai vu qu'elle n'était pas là. L'appartement semblait vide et sans vie. J'ai couru jusqu'à la chambre à coucher et je me suis arrêté en trébuchant sur le seuil de la porte. Mon esprit a d'abord eu du mal à comprendre ce qu'il voyait. Sur le mur à côté de mon bureau, il y avait des bandes de papier plâtrées qui formaient le contour d'une petite porte d'environ 1 mètre de haut. Les bandes semblaient être une combinaison de papier bleu et crème, mouchetées ici et là de taches cramoisies et détrempées près de la plainte où il y avait des empreintes de pas partiellement ensanglantées des 2 côtés, comme si quelqu'un avait essayé de s'y accrocher. En m'éloignant de la porte en papier, le sol était encore couvert de sang, et en regardant de plus près, j'ai pu voir plusieurs rainures épaisses dans le bois que j'ai d'abord pris pour des éraflures ou des coupures causées par quelque chose de lourd qui avait été drogué. Puis, j'ai vu l'un des ongles ensanglantés de Magali, arraché au niveau du lit et dépassant de l'une des rainures qu'elle avait creusées dans le sol dans sa lutte pour s'enfuir. Je me suis effondré sur le sol et j'ai commencé à pleurer. Après quelques minutes, je me suis suffisamment ressaisi pour regarder dans la pièce à la recherche d'autres indices ou d'un moyen de l'aider. C'est alors que j'ai vu la nouvelle enveloppe bleue sur le bureau. « Tu avais raison, c'est une belle fille. Mieux que la mienne même. Mais je peux dire qu'elle a les mêmes manières de se prostituer. C'est dans les yeux. Mais ne t'inquiète pas. Elle sera moins tolérée ici, et je veillerai personnellement à ce qu'elle soit punie. Ne t'embête pas à essayer de passer à travers non plus, mon pote. J'ai trouvé comment faire, mais je vais devoir rester discret. Je dois m'excuser de ne pas avoir été tout à fait honnête auparavant. Les choses sont bien pires ici que ce que j'ai laissé entendre. Peut-être que la Magali de ton monde peut me rendre heureux et satisfait de ma vie. Mais qui peut le dire ? Comme je te l'ai dit, certaines personnes perdent vraiment les pédales ici. Il se pourrait que je doive revenir en visite un jour, de façon plus permanente. Jusque-là, gloire et paix. Ou, comme tu le dirais, sincèrement, Benjamin. Alors que je termine d'enregistrer ce message, je redoute de retourner dans cette pièce. Je sais que je n'ai aucun moyen de la récupérer et je sais que je ne peux pas accepter que son sang soit retrouvé dans mon appartement. Même sans preuve tangible, il y aura des questions lorsque sa disparition sera signalée. Mais tout cela est relégué au second plan pour le moment. Je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment d'être observé. Je regarde autour de moi et ne vois personne. Puis je remarque la porte en laiton miteuse de l'ascenseur situé de l'autre côté du couloir où je suis assis. Le reflet y est sombre et déformé. Mais je peux encore m'y voir, ou du moins une version de moi-même.
Elle me ressemble, mais il y a une grosse différence. Cette version de moi a le sourire aux lèvres. Benjamin, je sais que tu es un bon gars au fond. Je le sais parce que, eh bien, tu es moi. Et malgré mes défauts, j'aime à penser que je suis un bon gars aussi. Je comprends que ton monde est différent du mien et cela a dû beaucoup t'affecter. Qui peut dire ce que tu ferais? Qui tu serais en tant que personne si tu avais grandi comme moi? Ce que je veux dire, c'est que je ne te reproche rien. J'ai juste besoin que tu m'écoutes. J'ai passé beaucoup de temps avec mon père en grandissant. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, ni quelle était ta version de papa, mais la mienne était géniale. Il était toujours là pour moi, et pas seulement par devoir parental, mais parce qu'il m'aimait vraiment et voulait que je réussisse dans la vie. Une chose que nous faisions souvent était d'aller chasser. Parfois pour chasser le cochon sauvage ou le lapin, mais surtout pour chasser le cerf. Je me souviens de la première fois que j'ai tué un cerf. Le tir n'était pas net, et nous avons dû le traquer sur plus d'1 kilomètre avant de le trouver mort dans un sous-bois à la lisière d'un champ vide. Mon père a sorti son couteau pour me montrer comment l'apprêter, mais avant de me le remettre, il s'est arrêté et a posé sa main sur mon épaule. Tu ne tues ou ne blesses jamais des choses, à moins que cela ne soit nécessaire, à ta survie ou à un plus grand bien. Ce cerf est une viande propre et saine qui nous nourrira, toi et ta mère, pendant plusieurs semaines. Le fait que nous voulions ou puissions tuer ce cerf ne signifie pas que sa vie n'est pas importante. Cela signifie simplement que nous devons nous estimer plus importants que les autres, tout en essayant de mener une vie bonne et vertueuse. Tu comprends? J'ai répondu que oui, et j'ai été honnête à l'époque. Mais bien sûr, c'était la compréhension d'un enfant. Et le monde m'a appris à mieux apprécier l'importance de ces paroles aujourd'hui. Mon père me racontait aussi des histoires sur sa propre enfance. Mes préférés concernaient toujours le chien qu'il avait dans son enfance et qui s'appelait Rex. Mon père l'avait acheté quand il avait 8 ans, et il aimait ce chien plus que tout. Ils étaient vraiment les meilleurs amis du monde, je crois. Ils jouaient ensemble, exploraient les forêts autour de la ferme où mon père a grandi, et étaient généralement inséparables autant que la vie le permettait. Quand mon père a eu l'âge de conduire, Rex l'accompagnait partout. Il était grand pour un chien apparemment, alors il pouvait facilement s'asseoir sur son siège et passer la tête par la fenêtre pour attraper les odeurs pendant qu'ils se rendaient en ville ou qu'ils allaient camper. Mon père n'est jamais allé à l'université, mais c'était un homme intelligent et un travailleur acharné. Il a ouvert une petite quincaillerie à 19 ans, et en quelques années, il a acheté une maison et économisé de l'argent pour la fille, qui est notre mère. Un soir, alors qu'il fermait le magasin, il a entendu Rex commencer à grogner. Il s'est retourné pour voir où était le chien et l'a trouvé à la porte de derrière, les babines dressées et les dents serrées. Mon père a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un raton laveur ou d'un autre chien. Il a attrapé Rex par le collier et a ouvert la porte pour regarder dehors. Il faisait sombre et il ne voyait pas grand-chose. Mais soudain, il a été renversé et attaqué. Il n'a jamais voulu dire par quoi, mais j'ai toujours pensé que c'était plus pour ne pas trop m'effrayer que parce qu'il ne savait pas. Rex se dégagea de son emprise et chargea la chose, quelle qu'elle soit. Il a claqué et grogné, mordu et greffé, et au bout d'un moment, mon père s'est libéré de la chose. Il était préoccupé par Rex, qui le combattait de toutes ses forces. C'était un chien plus âgé maintenant, mais personne n'allait s'en prendre à notre père. Rex a conduit l'engin dans les bois, mais il était gravement blessé. Trop gravement pour s'en sortir en fait. Mon père l'a tenu en pleurs dans ses bras pendant qu'il mourait. La première fois que mon père m'a raconté cette histoire, j'avais 15 ans. J'étais horrifié. Cela faisait des années que j'entendais des histoires sur Rex. J'aimais Rex. J'avais l'impression de le connaître, même s'il était mort bien avant ma naissance. Et à vrai dire, Rex n'aurait pas vécu beaucoup plus longtemps de toute façon. Mais tout de même,
C'était si triste. Je suis resté assis à pleurer, et je me souviens que mon père s'est mis à pleurer lui aussi. C'est l'une des rares fois où je l'ai vu pleurer d'ailleurs. Il m'a pris dans ses bras avant de m'expliquer pourquoi il me racontait cette histoire. Benjamin, le monde est dur et il le sera de plus en plus. Rex et moi, nous nous sommes aimés avec tout ce que nous avions, et il s'est sacrifié pour me sauver. C'est la leçon à retenir. Si tu veux vivre une vie qui en vaille la peine, tu ne dois pas avoir peur de faire des sacrifices, qu'il s'agisse de quelque chose d'important pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Il faut parfois en payer le prix et être prêt à le faire. Avoir trop peur ou être trop faible pour faire ce qui doit être fait est un plus grand péché que d'essayer et d'échouer ou de faire le mauvais choix. Ne l'oublie jamais. Et c'est le cas, Benjamin. J'ai essayé de prendre les meilleures décisions dans ma vie. Et tout compte fait, les choses se sont plutôt bien passées pour moi. Par exemple, je me souviens de la première fois que j'ai vu notre Magali. J'ai ressenti un tel élan d'excitation et d'anticipation que je ne savais même pas quoi lui dire. Et plus tard, lorsque nous avons fait l'amour pour la première fois, je me souviens qu'elle a pleuré. Pour être honnête, j'ai aussi un peu pleuré. Et je pense que j'ai été trop dur avec elle au début, Benjamin. Je pensais que c'était une pute comme l'ancienne Magali, mais je pense que le fait de vivre dans un monde plus doux et plus gentil l'a empêché de développer certaines de ces aspérités que j'essayais d'enlever à l'ancienne Magali. Elle a encore parfois un air de salope, mais il faut la surveiller. Mais je pense qu'elle peut être réhabilitée si on est ferme avec elle. Je veux aussi m'excuser auprès de toi, Benjamin. Quand je suis revenu et que je t'ai pris par surprise dans ton lit, eh bien, je vais être honnête, j'ai été déçu. Je m'attendais à plus de bagarres, mais tu étais à moitié endormi et, tout comme notre Magali, tu as eu le luxe d'une vie plus douce que la mienne. Je ne t'estime pas moins parce que tu n'as pas pu m'empêcher de te forcer à passer la porte. Je tiens également à te dire que je suis désolé, car je sais que de ton point de vue, je peux sembler être un mauvais garçon, le mauvais Benjamin. J'ai enlevé ta copine, et ensuite, je t'ai enlevé de cette vie pépère et je t'ai poussé dans un monde qui, eh bien, de ton point de vue, peut ressembler à l'enfer. Je veux que tu saches que je n'ai pas fait ça par méchanceté envers toi ou même envers Magali. Mais il fallait que je sorte de là, et il fallait faire des sacrifices. Et ces sacrifices sont importants pour moi, Benjamin. Il est important que tu le saches. Ne t'inquiète pas d'essayer de revenir non plus. Je sais, d'après les aperçus que j'ai pu avoir ces 2 dernières semaines, que tu essayais, et que tu avais compris que la combinaison de nos 2 journaux en faisait partie, mais tu n'auras pas le reste. Et j'ai veillé à ne laisser aucune de nos lettres ou enveloppes de mon côté de toute façon. Cette lettre et cette enveloppe seront les seuls papiers de ton ancien monde que tu auras. Et crois-moi, ce n'est pas suffisant. Je ne dis pas ça pour te piéger ou te décourager, mais parce que je ne veux pas que tu perdes du temps et de l'énergie à poursuivre un objectif impossible alors que tu devrais te concentrer sur la reprise en main de ta vie et la construction d'une nouvelle vie. J'espère vraiment que les 2 enfants fous que vous êtes vont réussir à s'en sortir là-bas, lol. Qui peut le dire? Tu es peut-être plus doué pour cette vie que je ne l'ai jamais été. Quant à moi, je reviens juste de me promener dans le parc en face de de mon appartement. J'avais l'impression d'entendre des oiseaux chanter partout. Et j'ai vu une femme promener un chien. Tu te rends compte? Un vrai chien! Je sais que ce monde n'est pas parfait. Je sais que ton monde, celui dans lequel je vis maintenant, n'est pas parfait. Je vois déjà beaucoup d'impureté et de corruption, surtout avec les politiciens. Peut-être qu'avec le temps, je pourrai aider à y remédier. Mais pour l'instant, je vais profiter de ma nouvelle vie. Je ne t'écrirai plus, je le crains, mais je penserai souvent à toi. Cet après-midi, je pense que je vais acheter un chiot. Je lui donnerai bien ton nom, mais ce serait bizarre parce que c'est le mien aussi. Lol. Allez, bonne vie à vous 2. Sincèrement, Benjamin. Nous sommes maintenant dans le monde du faux Benjamin, dans lequel Magali se trouve, après que celui-ci l'ait kidnappé. Le récit suivant
Narré à la première personne, raconte le quotidien de Magali selon ses propres dires. Je me suis réveillé avec des cendres qui tombaient sur mon visage comme des flocons de neige maussade, recouvrant ma peau d'une centaine de baisers gris d'hier brûlés. J'ai toussé en me redressant et j'ai pris une autre respiration spasmodique en essuyant mes yeux. Les cendres s'y étaient accumulées parce que j'avais apparemment pleuré dans mon inconscience. Mes mains sont devenues noires et coulantes alors que mes yeux recommençaient à pleurer. Et en clignant des yeux à travers la cendre et les larmes, je pouvais voir les flocons tomber sur moi à travers un trou dans le toit. Ou plutôt le plafond, car l'appartement de Benjamin n'était pas au dernier étage. Pourtant, en regardant autour de moi, c'était bien l'appartement de Benjamin, ou à peu près. Il était beaucoup plus délabré et sale, et certaines décorations étaient différentes, mais la disposition et l'apparence générale étaient similaires. Ma tête dérivait encore dans un brouillard si épais que je pouvais à peine dire si j'étais dans un brouillard, mais je commençais à me souvenir de moi-même et de Benjamin, et de certaines parties de ce qui s'était passé. Je levai à nouveau les yeux et me souvins qu'il devait y avoir au moins 3 étages au-dessus de celui-ci, et sur les bords du trou dans le plafond, je pouvais voir des parties de ces pièces en ruine se cacher dans les ombres là-haut. Il semblait que la partie supérieure du bâtiment avait été détruite d'une manière ou d'une autre à un moment donné dans le passé, et à travers le trou qui avait été laissé, je pouvais voir les cendres, et au-delà, les étoiles. Je suis revenu à moi en me rappelant que Benjamin m'avait attaqué. Enfin, pas Benjamin, mais quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup, vraiment beaucoup, comme un frère jumeau plus âgé et fou. Il m'avait traîné dans la chambre de Benjamin et j'avais vu que le sol et le mur étaient couverts de sang. Il avait trempé son doigt dans le sang et tracé le contour d'un rectangle à l'intérieur du périmètre d'un étrange collage de papier coloré collé au mur. J'ai senti la stupéfaction dépasser ma terreur en voyant une fissure apparaître dans le mur à l'endroit où son doigt avait tracé, et à son contact, elle s'est ouverte comme une porte. J'avais su alors ce qui allait suivre, même si tout cela était insensé ou impossible. Je me suis battu plus fort pour m'enfuir, mais il était plus grand et plus fort. Et lorsqu'il m'a plaqué la tête contre le sol pour la 2e fois, je n'ai pas pu lutter plus longtemps contre les ténèbres qui s'élevaient autour de moi. J'ai touché l'arrière de mon crâne à ce souvenir, et j'ai sursauté de douleur lorsque ma main a trouvé une plaie coagulante dans mon enchevêtrement de cheveux en sueur. J'ai recommencé à regarder autour de moi, et j'ai vu que j'étais dans le salon de cet endroit qui ressemble à l'appartement de Benjamin, mais pas du tout au final. Mon cerveau avait crié 1 millier de choses qui n'allaient pas depuis que je m'étais réveillé, mais je ne pouvais en assimiler que quelques-unes à la fois. Juste au moment où j'ai réalisé que Benjamin ne revenait pas de la chambre à coucher, ma main a trouvé le chemin de ma gorge et du collier de chien qui s'y trouvait. « Bonjour, Magali !» Son sourire ressemblait tellement à celui de Benjamin que sa familiarité le rendait encore plus effroyable sur cet homme. Son visage était mince et ses yeux étaient 2 morceaux de verre bruyants dans des puits enfoncés, scintillant d'intelligence et de mauvaise volonté. Je pouvais maintenant voir qu'il s'agissait en quelque sorte de Benjamin, malgré les cheveux plus longs et les lignes plus dures de son visage. Mais ce n'était pas mon Benjamin. Je ne savais pas comment c'était possible, mais une fois la pensée ancrée dans mon esprit, je savais que c'était vrai. « Bonjour, où m'avez-vous emmené ?» Son sourire s'est élargi. « C'est une bonne question. Nous sommes dans mon monde. Je t'ai ramené du tien après avoir entendu de bonnes choses sur toi de la part de Benjamin. Enfin, l'autre Benjamin. » Il leva les mains en signe d'apaisement. « Écoute, je sais ce que tu penses. Je t'ai kidnappé, assommé et amené ici. Je t'ai mis un collier. Je suppose que tout ça a l'air vraiment malsain, n'est-ce pas ?» Il s'est accroupi sur ses fesses à côté de moi. « Je t'ai emmené ici parce que mon ancienne Magali me manque. Tu vois, nous étions ensemble ici aussi, mais les choses n'ont pas bien fonctionné. Je ne dis pas que ce n'était pas égoïste de t'emmener, mais c'était avec de l'amour dans mon cœur. Et pour ce qui est de ça, il montre le collier du chien,
Je voulais juste m'assurer que tu ne t'enfuirais pas si je n'étais pas réveillé, ou bien si je ne faisais pas attention quand tu revenais à toi. Mon monde est très différent du tien, et il n'est pas toujours sûr. Je ne voudrais pas que tu sois blessé à cause de moi. » Je le dévisageais, essayant de ne pas laisser transparaître de mépris dans mon expression. Il était clairement fou, et je ne voulais pas risquer de l'énerver, surtout que je ne savais pas vraiment ce qui se passait, ni à quoi ressemblait cet endroit. Et c'était bien là la clé. J'avais besoin d'un maximum d'informations et je devais voir quelle marge de manœuvre je pouvais avoir avant de tenter de m'échapper. « Alors, vous allez enlever le collier maintenant ?» Il glousse et secoue la tête. « Je peux déjà dire que je vais t'aimer davantage. » Il soupire avec nostalgie et poursuivit. « Non, pas encore, ma chérie. Il te faudra du temps pour t'acclimater. Et tant que ce ne sera pas le cas, je crains que tu ne sois ton pire ennemi. Pour l'instant, repose-toi et je t'apporterai à manger. Ta chaîne va assez loin pour que tu puisses atteindre la salle de bain là-bas. Mais n'oublie pas de tirer la chasse d'eau pendant la nuit, d'accord ? C'est très important. Ce bâtiment est assez sûr, mais le quartier est devenu merdique ces derniers temps. Il y a beaucoup de cambriolages la nuit, et ils ciblent les bâtiments où ils entendent du bruit ou voient les lumières. Les stores gardent la lumière assez bien, mais les putains de tuyaux de canalisation font un sacré bruit la nuit. Surtout quand on tire la chasse d'eau. Alors garde ça pour le matin, et on devrait être en pleine forme au réveil. Les jours suivants ont été un cycle de sommeil, de repas et de recherche du meilleur moyen de m'échapper et de l'endroit exact où je m'enfuirais. Cette dernière partie a été principalement facilitée par le faux Benjamin. Il passait des heures chaque jour à me parler, apparemment affamé de conversation et de contact humain. Il avait une sorte de travail et selon ce qu'il appelait des rapports d'événements, il était absent la plupart du temps. Mais chaque fois qu'il était là, il me parlait généralement. Il me racontait parfois des histoires sur lui, mais il passait le plus clair de son temps à me poser des questions. Comment était mon enfance ? Comment était ma vie avant qu'il ne m'emmène ? Quel genre de choses j'aimais faire ? Qu'est-ce que j'aimais manger, etc. Tout cela était très étrange. Il avait cette aura de discorde et de violence autour de lui, si palpable que l'air vibrait de menace lorsqu'il était dans la pièce. Mais il n'a jamais été brutal ou même impoli avec moi, à part le fait évident de me retenir contre ma volonté. C'était d'autant plus étrange que certaines parties de lui me rappelaient mon propre Benjamin. La façon dont son visage s'éclairait lorsqu'il racontait une histoire, ou la façon dont il me regardait parfois sans savoir que je le regardais. D'une certaine manière, cela ne faisait qu'empirer les choses au lieu de les améliorer. De voir ces aperçus de quelque chose que j'aimais être étouffé par la maladie qui avait pris racine en lui. J'ai essayé d'en savoir plus sur le monde dans lequel je me trouvais, et il m'en a dit un peu, mais pas beaucoup. Il m'a dit qu'il y a des années, avant ma naissance, les choses avaient commencé à changer. Beaucoup d'animaux avaient commencé à mourir sans raison discernable et d'un seul coup. Cela avait entraîné l'effondrement partiel d'un certain nombre d'écosystèmes dans le monde, ce qui avait provoqué des maladies, la famine et la mort. Selon le faux Benjamin, la situation a fini par se stabiliser, mais elle n'a jamais été vraiment rétablie. Des choses étranges se produisaient. Des gens disparaissaient ou commettaient des meurtres. Des groupes de dauphins ont commencé à tuer une grande partie des populations de requins et de baleines dans le Pacifique. Puis, en 1998, plus de 200 000 personnes à travers le monde se sont suicidées à 10 minutes d'intervalle sans raison apparente. Les gens ont appelé ça le réveil. Car c'est à ce moment-là que les gouvernements et les médias du monde entier ont commencé à admettre qu'il y avait un problème majeur en cours et qu'ils ne savaient pas comment l'arrêter. Le faux Benjamin m'a dit en riant que ce n'était pas la fin du monde, mais qu'on en avait parfois l'impression. Après le réveil, de nombreux fanatiques ont commencé à apparaître. Des fanatiques religieux, des préparateurs de l'apocalypse, des groupes militants qui cherchaient la bagarre. Selon lui, ces groupes semaient le désordre et pouvaient être dangereux. Mais il s'agissait surtout de gens effrayés qui cherchaient une réponse. Et pour l'essentiel, la civilisation poursuivait son chemin.
Les gouvernements existaient, les gens allaient travailler, et avec le temps, l'étrange devenait la nouvelle normalité. Puis les gens ont commencé à devenir fous. Pas la folie normale, celle qui consiste à porter un gilet pare-balles pour aller à l'épicerie, mais plutôt celle qui consiste à manger le visage du chauffeur de bus. Il a dit que cela lui était arrivé un jour dans le métro. Au début, les gens ne devenaient pas souvent fous, mais au cours des 5 dernières années, le phénomène s'est amplifié. Il y a eu davantage d'actes aléatoires d'une extrême violence. Une enseignante qui découpe sa classe de CE2, un petit garçon qui poignarde les yeux de son père pendant qu'il dort, mais il y a aussi des versions plus subtiles de ces actes. Les gens développent d'étranges obsessions ou fétiches. Ils deviennent paranoïaques ou ont des sautes d'humeur sans raison apparente. Le faux Benjamin a dit que la plupart des jours du travail, il y avait au moins 1 ou 2 personnes qui pleuraient ou riaient de manière incontrôlée à des moments aléatoires de la journée. Il avait les larmes aux yeux lorsqu'il m'a dit cela, et j'ai senti mon cœur se briser un peu en entendant ce qu'il a dit ensuite. Je sais que cela m'arrive. Cela m'est déjà arrivé. J'ai fait des choses terribles. Pas seulement ce que j'ai fait à toi et à ton Benjamin. J'ai fait bien pire que ça. Je n'étais pas comme ça avant. J'ai étendu la main et pris la sienne. Je ne peux pas imaginer ce que tu as vécu. Et je ne dis pas que tu peux tout arranger, mais tu peux améliorer les choses. Laisse-moi repartir. Et toi aussi, viens avec moi. Si c'est ce monde qui te fait faire des mauvaises choses, peut-être que tu seras mieux loin de lui, lui ai-je dit. Le faux Benjamin ne retira pas sa main. Son visage se durcit. J'aurais dû m'attendre à ce genre d'amabilité de ta part. Tu n'es pas aussi différente que je l'espérais. Se levant, il s'essuya les yeux avec la paume de ses mains en regardant au loin, l'expression blessée et presque embarrassée. Non, tu ne pars pas, et il n'y a pas de véritable espoir pour moi non plus, à part embrasser ce monde tel qu'il est. Le laisser me remodeler pour que je puisse y survivre. Il me regarda à nouveau. Tu ferais mieux d'accepter ta réalité aussi, Magali. C'est un monde difficile, et il le sera de plus en plus. Après ça, il m'a beaucoup moins parlé. Même si certains soirs il restait avec moi pendant un certain temps, ne disant pas grand-chose, mais semblant ne vouloir pas être seul. D'autres nuits, il semblait différent. Son visage était plus sombre que lorsque je l'avais vu pour la première fois au réveil. Ces nuits-là, j'essayais simplement de rester discrète et petite. Il ne m'a pas dit grand-chose de plus sur le monde extérieur, si ce n'est qu'il y avait des problèmes plus graves que des gens qui devenaient fous. Mais je pouvais entendre des signes du chaos à l'extérieur. Des coups de feu, des cris, et une lueur orange des incendies lointains faisaient partie de la vie quotidienne. J'ai demandé ce qui était arrivé à l'immeuble, et il m'a répondu qu'un hélicoptère de la télévision s'était écrasé dessus il y a quelques années, détruisant la plus grande partie des 3 étages supérieurs. L'accident n'avait fait qu'un petit trou dans le plafond du faux Benjamin et n'avait causé que des dommages structurels minimes au reste du bâtiment, si bien qu'il était resté. Il sourit et dit qu'il avait négocié le loyer à la baisse et décidé de le considérer comme un puits de lumière. Ensuite, les jours ont passé. Je dois souligner à nouveau qu'après m'avoir fait venir ici, il ne m'a jamais fait de mal. En fait, il était généralement gentil. Il ne m'a pas menacé. Il n'a pas essayé de me forcer la main ni même de me faire des avances sexuelles. Et les choses dont nous avons parlé semblaient inoffensives. Si l'on ajoute à ça le fait que, à bien des égards, le faux Benjamin était le vrai Benjamin, il était plus facile de se laisser séduire. En y repensant aujourd'hui, je me rends compte que nos conversations étaient parsemées de questions qui m'incitaient à parler de mon Benjamin, à parler de mon monde. Et je lui racontais l'histoire de mes parents, de mon 9e anniversaire ou de mon cursus universitaire. Je lui donnais des informations et un aperçu d'un endroit qu'il voulait désespérément mieux connaître. Il était intelligent, subtil même, mais au fil du temps, je lui donnais tout ce qu'il voulait. Je m'étais laissé aller à oublier que je n'avais pas affaire à mon Benjamin, mais à une personne atteinte d'une étrange maladie mentale. J'avais affaire à un étranger.
Je m'en suis souvenu lorsqu'il l'a fait entrer, criant et pleurant, la morve coulant de son nez, alors qu'il l'a traînée par le bras à travers le salon et dans la chambre. Il a essayé de refermer la porte lorsqu'ils sont entrés, mais dans son élan, elle a donné un coup de pied et la porte s'est rouverte au moment où il lui a enfoncé un couteau dans l'estomac. Alors que le sang coulait autour de la plaie, elle a relevé la tête et ses yeux ont rencontré les miens. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. Le faux Benjamin a suivi son regard et a vu que la porte était ouverte. Il m'a regardé, le visage pâle et bouleversé. « Je suis désolé que tu aies vu ça, Magali. Je fais juste ce qu'il faut pour survivre. Dis-lui que j'ai laissé la clé de ton collier dans mon armoire. » Sur ce, il a claqué la porte. Cela a étouffé le dernier gargouillis de la fille, mais pas assez. J'ai hurlé contre la porte, le suppliant d'arrêter, mais je savais que cela ne servait à rien. C'était plus pour me sentir mieux et pour évacuer ma frustration. Pour la 100e fois, j'ai tiré sur mon collier, sur ma chaîne, mais il les avait trop bien attachés. J'ai finalement abandonné, la gorge enrouée et le corps épuisé. Alors que je me débattais et me débattais encore, j'avais remarqué que la chambre était devenue silencieuse. J'étais allongé, haletante, et je m'efforçais d'entendre le moindre bruit. Il n'y eut rien pendant plusieurs minutes, puis une série de petits bruits de frottement, suivis par le bruit de quelque chose que l'on drogue. Puis à nouveau le silence. J'ai envisagé de crier, mais je savais qu'il était déjà trop tard pour la fille. Alors, je suis restée silencieuse. Lorsque la porte s'est soudainement ouverte, j'ai poussé un cri. Benjamin se tenait là, le visage et les vêtements maculés de sang. Il louchait et semblait instable. Mais lorsqu'il me vit, ses yeux s'écarquillèrent. Il dit simplement « Magali ?» Je me suis réveillé avec des mains autour de ma gorge, étouffant mon air. J'ai émergé des courants noirs du sommeil et j'ai ouvert les yeux pour voir un visage étrangement similaire au mien qui me fixait. L'autre Benjamin était à califourchon sur moi, s'appuyant fortement sur moi alors que j'essayais de me débattre et de me libérer. Ses bras m'empêchaient de le frapper à la tête, alors j'ai essayé de le frapper sur les côtés. Il a grogné à chaque impact, mais il n'a pas bougé. J'ai essayé d'établir un contact visuel, de lui dire quelque chose, mais il n'a pas voulu croiser mon regard. Il semblait même l'éviter. Il se contentait de fixer ses mains autour de ma gorge, les lèvres retroussées par les dents en une sorte de rictus ou de grimace, sous des yeux qui semblaient presque chagrins. Cela m'a fait encore plus peur. J'ai commencé à me débattre plus fort, essayant de le repousser tout en lui assénant un coup de coude dans le bras, dans l'espoir de briser son emprise. Mais il était trop fort, et je me sentais déjà glisser dans les eaux glacées de l'inconscience. En perdant connaissance, j'ai eu le temps de m'inquiéter de savoir si je portais toujours mes chaussures et de l'entendre dire qu'il était désolé. Lorsque je me suis réveillé, j'étais à plat ventre sur le sol, le côté gauche de ma tête mouillé par une sorte de liquide visqueux. J'ai essuyé mon œil gauche, puis je les ai ouverts tous les deux à titre expérimental. J'étais dans une version de ma chambre, mais je pouvais dire que ce n'était pas la mienne. Je regardais lentement autour de moi, ma gorge me faisant mal à chaque respiration lorsque je me redressais. La pièce était vide, et la porte fermée, et je devais lutter contre l'envie de me précipiter dehors et de partir à la recherche de Magali. Je devais faire preuve d'intelligence, prendre mon temps et tout assimiler. Avec dégoût, j'ai remarqué que ma main était mouillée de sang à l'endroit où je m'étais essuyé la tête. En fait, tout mon côté était trempé, tout comme le sol. J'eus un pincement au cœur en pensant qu'il avait tué Magali avant de revenir me chercher, mais j'essayais de le retenir en étudiant le reste de la pièce. Il n'y avait rien de remarquable, si ce n'est qu'il avait suspendu 5 miroirs à différents endroits de la pièce, tous sombres. Je regardais le coin du plafond au-dessus du lit et poussais un soupir de soulagement en n'y voyant aucun miroir. En me tournant vers le mur, j'ai vu qu'il avait enlevé le papier qu'il avait utilisé pour faire la porte de ce côté. Je devinais qu'il l'avait reproduite de l'autre côté pour qu'elle reste ouverte pendant qu'il détruisait ce côté.
Mais à part le papier, je n'avais toujours aucune idée de la façon dont cela avait été fait. Étant donné le sang frais, il semblait probable que cela en faisait partie. Une fois de plus, j'ai eu un frisson de peur pour Magali. Et cette fois, je n'ai pas pu y résister. Me levant avec raideur, je me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte d'un coup sec. Une femme a crié, et en regardant à travers le salon faiblement éclairé, j'ai vu que c'était Magali. Elle avait l'air terrifiée, et elle était enchaînée au mur par une sorte de collier, mais elle était vivante. « Magali ?» Elle a cligné des yeux, sa bouche s'est lentement refermée en me voyant. Au bout d'un moment, elle a commencé à se lever, son visage oscillant entre la peur et l'espoir. « Benjamin, c'est vraiment toi ?» a-t-elle demandé. Je voulais courir vers elle, mais je voyais bien qu'elle était effrayée. Alors, je me suis approché lentement. « Oui, c'est moi, chérie. Il t'a fait mal, tu vas bien ?» Son visage s'est effondré, tandis qu'elle courait vers moi, me renversant presque avec la force de son étreinte. « Dieu merci, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» disait-elle. Je suis resté silencieux et lui ai rendu son étreinte, et au bout d'une minute, elle s'est retirée, l'expression sérieuse et plus posée. Elle m'a demandé si le faux Benjamin était parti. J'ai acquiescé. Je lui ai dit « Je pense que oui, il m'a sauté dessus quand je dormais et m'a amené ici. J'étais inconscient, mais je n'ai vu aucun signe de lui quand je me suis réveillé. Il n'est pas sorti de la chambre, n'est-ce pas ?» Elle secoue la tête. « D'accord, alors il doit être dans notre monde. Cet enfoiré voulait voler ma vie et maintenant il l'a fait. » Je me suis repris et lui ai souri tristement. « Mais non, t'inquiète, ça va aller. On va trouver une solution. » J'ai étendu la main pour lui caresser les cheveux, mais elle a reculé. Elle m'a dit « Je suis désolée, Benjamin. Je suis si heureuse de te voir, mais il te ressemble tellement. Et je suis coincée ici depuis 2 semaines avec lui. Il va me falloir un peu de temps pour me réadapter, c'est tout. » Elle recula de quelques pas, ses mains tenant ses coudes et me sourit en s'excusant. « Mais je vais bien, t'inquiète, je vais m'en sortir. Et toi ?» Essayant de cacher la douleur et la culpabilité que je ressentais à ces mots, je me suis détourné pour regarder le salon. « Je vais bien. Il m'a étouffé, mais je vais bien, à part un mal de gorge terrible. » Je lui ai jeté un coup d'œil. « Je suis vraiment désolé pour tout ça. Je sais que tout cela est insensé et hors de notre contrôle, mais c'est quand même une version de moi qui le fait. » Je voulais demander des détails sur la façon dont il avait pu la maltraiter, mais je ne voulais pas rendre les choses plus difficiles pour elle qu'elles ne l'étaient déjà, et nous pourrions en parler plus tard quand elle serait prête. Au lieu de ça, j'ai ajouté sans conviction « Je sais qu'il est fou, et j'espère que tu sais que je ne suis pas du tout comme lui. » Magali a tendu la main et m'a touché le bras. « Mais oui, je le sais, t'inquiète, tu n'es pas lui, et je sais que tu n'es pas comme lui, et honnêtement, j'ai presque eu pitié de lui à certains moments. Je ne l'ai pas vu, mais d'après ce que je peux dire et de ce qu'il en a dit, cet endroit est vraiment foutu, complètement dangereux. Il a dit que les gens devenaient fous ici, et je pense que c'est aussi une partie de son problème. » Elle retira son bras, sa voix tremblant légèrement. « Tu sais comment nous ramener ?» demanda-t-elle. J'ai secoué la tête en me détournant à nouveau, honteux de la regarder plus longtemps. J'essaie de comprendre depuis que tu as été enlevé, mais je ne sais pas encore. J'ai communiqué avec lui par l'intermédiaire de la station que ma tante m'a donnée. Il a fait de même avec un papier qu'un de ses oncles de ce côté-ci lui avait donné. C'est grâce à ce papier et aux 2 combinés qu'il fabrique les portes. Mais quoi que je fasse, rien ne semble fonctionner. Du coin de l'œil, j'ai vu le visage de Magali s'assombrir de désespoir. J'ai pointé du doigt la chambre et j'ai continué. Il y a du sang là-dedans, il y en a beaucoup. Et il y avait aussi du sang dans ma chambre quand tu as été enlevé. J'avais peur que ce soit le tien, mais ce n'était pas le cas, n'est-ce pas ? Elle hésite, puis secoue la tête. D'accord, c'est ce que je pensais. Le sang doit en faire partie alors. Tu as vu comment il a fait ? De nouveau cette étrange pause, puis elle fait un rapide hochement de tête. Elle m'a expliqué qu'elle l'a vu dessiner la forme d'une porte avec du sang, et à l'intérieur du papier, le contour dont j'avais parlé.
Elle m'a demandé si le papier était toujours là. Elle a regardé la chambre en passant devant moi et m'a demandé finalement « L'a-t-il emporté en partant ?» J'avais enfin une bonne nouvelle. Il l'a fait, mais t'inquiète, j'en ai d'autres. Quand j'ai réalisé que je n'arriverais peut-être pas à te faire comprendre par moi-même, j'ai commencé à espérer qu'il reviendrait me chercher. J'ai pris l'habitude de dormir avec mes chaussures toutes les nuits, et j'ai gardé les bandes de papier que j'avais gardées dans le fond de mes chaussures. Si on parvient à trouver un moyen de créer la porte, j'ai le papier pour le faire. Son expression s'est illuminée pour la première fois, et elle m'a même pris la main, m'entraînant dans la chambre. Elle m'a dit d'essayer, que ça marcherait peut-être. J'ai pris les bandes de papier dans mes chaussures, et pendant les quelques minutes qui ont suivi, nous les avons collées avec soin, en alternant les couleurs crème et bleu. Pour autant que je puisse en juger, c'était presque exactement la façon dont il les avait disposées lorsqu'il a emmené Magali. Puis, trempant une gomme à crayon dans le sang qui s'épaississait sur le sol, j'ai tracé le contour comme elle me l'avait demandé. Mais tout cela n'a rien donné. Après quelques minutes d'attente, j'ai réessayé. Rien ne change. Soudain, Magali est passée devant moi, les doigts dégoulinant de sang. Elle a frénétiquement tracé et retracé le contour, encore et encore, mais en vain. En hurlant, elle a donné un coup de poing contre le mur et s'est effondrée sur le sol. Je me suis rendu compte que sa main n'était pas recouverte du sang du sol, mais qu'elle saignait elle-même. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comment tu t'es blessé à la main ?» J'ai commencé à lui tendre la main, mais son regard noir m'a arrêté. Elle m'a répondu « Je l'ai mordu tout à l'heure. J'ai pensé qu'il avait peut-être besoin de mon sang, de sang plus frais ou d'autre chose qu'une putain de gomme à effacer sur le mur. Je sais pas. » Elle soupira profondément et sembla reprendre le contrôle. Elle a insisté sur le fait qu'on devait partir le plus vite d'ici, et sa main ensanglantée toucha son col. Ensuite, elle a continué à parler. « Putain, ce truc est toujours allumé. Il a dit que la clé était dans son placard, mais je ne peux pas l'atteindre. » J'ai dégluti et acquiescé, me levant d'un bond pour vérifier l'armoire. J'y ai trouvé un petit assortiment de vêtements et quelques paires de chaussures, mais le reste du placard était consacré aux livres. Ils étaient empilés sur une étagère en haut et en piles bien ordonnées le long des murs du placard. La plupart d'entre eux semblaient relever du fantastique ou de la science-fiction, beaucoup d'auteurs dont je n'avais jamais entendu parler. Certains des auteurs n'avaient jamais écrit de livre dans mon monde. Au sommet de la pile de livres la plus proche se trouvait une clé. Une fois Magali libérée, nous avons fouillé l'appartement à la recherche d'indices permettant de rouvrir la porte. 30 minutes plus tard, nous étions de retour dans le salon. Magali regardant le sol d'un air triste, tandis que j'essayais de trouver quelque chose de réconfortant à dire. « Écoute, ça va s'arranger, on va s'en sortir, mais ça peut prendre du temps. » Son expression n'a pas changé et j'ai continué. « Il faut que j'aille chercher des provisions. Je dois voir si cet endroit ressemble à ce qu'il a dit. Peut-être que ce n'est pas si mal et qu'il n'est qu'un menteur fou. » Je savais que le sous-texte tacite de ce que je disais était qu'avec un peu de chance, ce serait bien parce que nous pourrions être coincés ici. Mais je ne pouvais pas supporter de le dire. Au lieu de ça, l'idée d'être coincé dans cet endroit restait suspendue entre nous comme une sorte de nuage nocif, tuant lentement le peu d'espoir qu'il nous restait. Alors que j'étais dans mes pensées, je me suis rendu compte que Magali était debout. Elle m'a dit « Tu as raison, allons voir à quoi ressemble cet endroit. » J'ai pensé protester, demander qu'elle reste dans l'appartement au cas où le monde extérieur serait trop dangereux, mais je voyais bien qu'elle était décidée à partir et qu'il serait bon que nous soyons deux. À nous deux, nous avons réussi à trouver une paire de longs couteaux de cuisine et une lampe de poche, ainsi qu'une veste légère avec des poches dans lesquelles je pourrais ranger les objets pendant le voyage. Puis, nous sommes partis. En sortant de l'appartement, le mauvais état du couloir correspondait au trou dans le plafond de l'appartement. La seule chose qui semblait nettoyée ou bien entretenue était l'ascenseur, dont le laiton avait l'éclat d'un miroir. Je me suis arrêté pour regarder le reflet, mais je n'ai rien vu. Devant son regard interrogateur, j'ai expliqué à Magali ma rencontre dans le couloir. Elle m'a dit que le faux Benjamin, comme elle l'appelait, lui avait parlé un peu des miroirs, mais pas beaucoup.
Elle m'a demandé comment j'avais pu le voir dans le reflet de l'ascenseur, et j'ai réalisé que je ne le savais pas. Mais à ce moment-là, nous étions en train de pousser la porte extérieure du rez-de-chaussée. Lorsque nous sommes sortis, la première chose qui m'a frappé a été le silence qui régnait dans la ville. Ah, comme elle était calme. Il était encore tôt, mais dans notre monde, il y aurait déjà eu des gens dehors et des voitures qui s'activeraient dans des ruelles étroites de la rue qui passent devant l'immeuble. Il y aurait aussi des bruits de la nature, même s'il ne s'agissait que d'un chant d'oiseaux ou d'un aboiement de chien. Ici, il y avait une poignée de voitures qui roulaient dans la rue, et les gens qui les conduisaient semblaient soit regarder droit devant eux comme si leur regard était soudé à la route devant eux, soit regarder constamment dans toutes les directions, apparemment terrifiés par une attaque surprise. Il était difficile de dire quelle était la meilleure idée. Nous avons tourné à gauche et sommes descendus vers ce qui serait une épicerie de quartier dans notre monde. En chemin, nous n'avons croisé que 2 personnes, qui marchaient avec détermination sur le trottoir le plus éloigné. Ils nous ont jeté des regards méfiants, mais c'est tout. Et ma tentative de saluer la 2e personne a été complètement ignorée. Au bout du pâté de maison, nous avons découvert que l'épicerie Patterson's Grocery Store était devenue Patterson Package Shop. Mais lorsque nous sommes entrés, nous avons constaté qu'à part une grande quantité d'alcool, l'endroit vendait toujours de la nourriture et des boissons diverses. En nous serrant les uns contre les autres, nous avons choisi une petite variété d'articles et nous nous sommes dirigés vers l'avant. L'argent ne semblait pas être un problème pour le moment, car le faux Benjamin avait laissé une petite pile de billets et une carte de débit avec le code PIN collé au-dessus du comptoir de la cuisine. Les billets étaient rouges et me rappelaient l'argent du Monopoly. Mais lorsque j'ai tendu au caissier un billet de $100, il l'a pris sans se plaindre et m'a donné une poignée de monnaie étrange en retour, y compris une autre pièce de 5 centimes de leur monde. En sortant, nous avons failli être écrasés par un grand adolescent qui est entré en trombe dans le magasin. En franchissant le seuil, il s'est mis à hurler qu'il avait besoin de, je cite, « nouvelle clope pour sa putain de mère. Va les chercher pour elle, espèce d'enfoiré de Cosning. » J'ai propulsé Magali sur le trottoir, mais pas avant d'avoir entendu la caissière hurler que la mère du garçon était morte depuis 3 ans et qu'elle lui cassait les couilles. Nous avons échangé un regard avec Magali, stupéfait, et j'ai proposé de rentrer à l'appartement. Mais Magali était déjà en train d'ouvrir une bouteille d'eau et de traverser la rue. Il commençait à y avoir plus de circulation, mais le flux de personnes était encore anémique. J'ai fait remarquer que c'était ce à quoi ressemblait le monde après une épidémie dans un film, où la moitié de la population aurait été décimée. Magali m'a jeté un coup d'œil, le visage dur. Elle m'a répondu qu'elle ne savait pas si c'était si loin de la réalité. Ensuite, elle a pointé devant elle le parc Bristow, qui portait le même nom ici aussi. Elle a dit « Allons-y et voyons s'il y a des gens dehors ». Notre version du parc Bristow était toujours très animée le matin. Le week-end, il y avait des familles et des parties de football ou de frisbee. Mais même en semaine, il y avait un flot constant de joggeurs, de promeneurs de chiens et d'autres personnes. Au début, nous pensions que cette version du parc était largement vide, mais Magali a ensuite entendu des chants. Les chemins extérieurs du parc suivent des haies et des arbres cultivés, se courbent et serpentent le long du périmètre du parc avec des entrées dans les zones les plus centrales, tous les 100 mètres environ. Même lorsque l'on commence à emprunter l'un des chemins intérieurs, il faut faire plus de quelques pas avant de découvrir les grands espaces au centre du parc. Alors que nous marchions sur le chemin extérieur, Magali s'est soudain engagée dans l'un des chemins intérieurs, murmurant qu'elle entendait de la musique. Je l'ai suivie, mais je n'ai d'abord rien entendu. Ce n'est qu'au moment où nous nous sommes engagés dans l'herbe mourante du champ central que j'ai entendu les faibles chants ou psalmodies qui provenaient de la foule de personnes regroupées autour de l'énorme feu de joie qui se trouvait au loin. Magali se dirigeait rapidement vers le groupe, et après quelques pas, je l'ai arrêtée en lui attrapant le bras. Elle se tourna vers moi, le regard féroce, la voix basse et tremblante. « Qu'est-ce qu'ils font ? Tu vois ça ?» me demanda-t-elle.
J'étais plus concentré sur Magali à mesure que nous nous rapprochions, mais en regardant à nouveau, j'ai vu exactement ce qu'ils étaient en train de faire. Le bûcher n'en était pas vraiment un. Il s'agissait d'un cadre métallique de 20 mètres en forme de X, dont la moitié inférieure était plus trapue et beaucoup plus épaisse que la partie supérieure. À l'intérieur du cadre, du bois avait été soigneusement inséré et enflammé. Tout cela était très étrange, mais je ne l'ai noté que de manière superficielle en regardant l'homme s'enflammer. L'homme avait été déshabillé et enchaîné à chaque poignet, les longs liens métalliques s'étendant dans la foule de chaque côté du X en flammes. L'homme se trouvait au milieu, entre les jambes de l'effigie en flammes. Le haut du métal chauffait à blanc à quelques centimètres de sa tête. L'air autour de lui scintillait sous l'effet de la chaleur. Sa peau noircissait et s'écaillait, tandis qu'il était ballotté d'un côté et de l'autre du X, au gré des caprices de la foule qui tirait sur les chaînes. Nous étions encore à 50 mètres, mais lorsqu'une brise a changé de direction, j'ai pu sentir l'odeur âcre et sucrée de sa chair en train de cuire, alors même que je l'entendais crier. J'allais commencer à éloigner Magali quand je me suis arrêté, ma peau se refroidissant. L'homme ne criait pas, il riait. J'ai tiré faiblement sur Magali et elle m'a jeté un coup d'œil, les yeux mouillés et écarquillés. Nous avons commencé à reculer lentement et j'étais terrifié à l'idée qu'on puisse nous remarquer à tout moment. Mais la foule était fascinée, et même lorsque l'homme a cessé de rire et s'est affaissé en avant, ils l'ont maintenu en l'air et ont dansé comme dans une sorte de lutte macabre. Nous sommes retournés vers le périmètre du champ. Dans le dernier regard que j'ai jeté avant de reprendre le chemin et de quitter le parc, j'ai vu la viande cuite de l'homme commencer à se détacher, tandis que la foule le déchirait en deux. Je jure que je pouvais entendre le halètement humide de sa peau en train de se rompre, le craquement gras de ses os les plus faibles en train de fléchir et de se briser, mais cela semblait impossible à une telle distance. Que ce soit réel ou imaginaire, j'ai dû m'arrêter et vomir sur le chemin, Magali me tapotant le dos en me disant de me dépêcher si je pouvais. Nous sommes sortis du parc et avons rapidement regagné l'appartement. Je pouvais sentir la terreur de Magali et je savais que la mienne était équivalente, mais je ne me sentais pas plus proche d'une réponse qu'auparavant. Nous n'avons pas parlé de ce que nous avions vu, mais Magali m'a pris la main et est restée assise en silence avec moi pendant un moment. Je voyais bien que nous commencions tous les deux à sombrer dans le choc ou dans une forme de folie décourageante. Il fallait faire quelque chose. Je me suis levé et j'ai recommencé à fouiller l'appartement à la recherche de ce qui aurait pu nous échapper. C'est alors que j'ai trouvé une enveloppe de couleur crème sur le bureau de la chambre. Je l'ai ouverte et je l'ai lue, puis lu encore et encore, le cœur battant. Quand je l'ai donnée à Magali, elle l'a étudiée longuement avant de lever les yeux vers moi. Elle s'apprêtait à parler, mais je n'ai pas pu me retenir plus longtemps et j'ai lâché le morceau. « Magali, est-ce que le faux Benjamin t'a violée ?» Le récit se déroule maintenant du point de vue de Magali. Le visage de Benjamin était à la fois inquiet, blessé et effrayé lorsqu'il a posé la question, et je me suis senti à la fois l'aimer et le haïr pour avoir posé la question. Je savais qu'il s'inquiétait de mon bien-être, qu'il m'aimait, et je savais qu'il se sentait coupable à cause de la personne qui m'avait enlevé. Mais il y avait toujours quelque chose de si égoïste dans sa question. Il y avait quelque chose de si puéril dans son besoin d'être réconforté si j'avais été violé, ou mieux encore, dans son espoir que je puisse le rassurer en lui disant que les brutalités que j'avais endurées aux mains du faux Benjamin n'étaient pas si terribles que ça, afin qu'il puisse commencer à prétendre que ce n'était pas de sa faute. Parce que tout ça, c'était de sa faute. Je le voyais bien maintenant. Ce n'est pas nécessairement parce que c'était une autre version de lui, mais parce qu'il avait parlé à Pascal, lui avait répondu, lui avait parlé de moi. J'essayais de ne pas être en colère contre lui, mais j'étais tellement blessé et effrayé, et nous devions sortir de cet endroit. J'avais déjà songé à mentir à Benjamin après avoir lu sa lettre. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle le faux Benjamin avait menti au sujet de mon viol, que ce soit à cause de sa folie, de sa cruauté naturelle,
ou simplement pour que Benjamin le déteste encore plus. Cela n'avait aucune importance. Si cela pouvait faire disparaître la culpabilité et la colère de Benjamin assez longtemps pour le forcer à faire ce qui devait être fait, c'était une bénédiction. Et si le visage triste et le ton inquiet de Benjamin rendaient le mensonge plus facile, qu'il en soit ainsi. Je pourrais demander pardon quand nous ne serions plus en enfer. Oui, il l'a fait. Il a commencé le 2e jour et ça a empiré au fil des jours. C'était de plus en plus extrême. J'allais essayer de faire semblant de pleurer, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessaire. Après tout, après ce dont nous venions d'être témoins, les larmes allaient venir facilement pendant un certain temps. J'ai vu le visage de Benjamin s'assombrir et ses poings se serrer le long de son corps. C'est la réaction que j'espérais. J'ai attendu un moment pour qu'il réfléchisse et j'ai continué. Et j'ai menti tout à l'heure. J'en sais un peu plus sur la façon de faire fonctionner la porte. Ce n'est pas Benjamin qui a tué une petite fille. Il a utilisé son sang pour ouvrir la porte. C'était en partie une supposition de ma part, mais j'en avais assez vu pour que ce soit une supposition éclairée. Les yeux de Benjamin s'écarquillèrent un peu, mais il avait toujours l'air dur et déterminé. Il a fini par parler. « Alors c'est ce que nous allons faire. Je trouverai quelqu'un et je lui prélèverai du sang. » J'ai grimacé et il s'est arrêté. Il m'a demandé « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me suis léché les lèvres. Demander le pardon quand on n'est pas en enfer. Benjamin, je veux dire... le faux Benjamin m'a dit qu'il devait provenir d'un enfant et que le sang ne fonctionnait que lorsqu'ils étaient en train de mourir. Je ne voulais pas te le dire parce que c'est tellement horrible, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de nous ramener à la maison. C'était aussi un mensonge, bien sûr, car le faux Benjamin ne m'avait jamais dit une telle chose. Mais c'était logique. Le reste du sang de la fille n'avait pas fonctionné, et mon propre sang frais non plus. Nous devions donc reproduire le plus fidèlement possible ce que le faux Benjamin avait fait, et ce, dès que possible. Nous n'avions pas le temps pour Benjamin de faire la morale, et d'essayer d'imaginer des alternatives humaines, de laisser l'avantage que ses émotions lui donnaient maintenant s'émousser avec le temps et l'équivoque. Non, on devait sortir d'ici, et c'est ce qu'il m'a dit. On doit sortir d'ici, je dois arranger les choses et te faire sortir d'ici. Si je dois faire quelque chose d'horrible pour y parvenir, ce sera de ma faute. Ses yeux brillaient, mais sa voix ne faiblissait pas. Je vais trouver quelqu'un tout de suite pour qu'on en finisse. J'ai tendu la main à Benjamin et je l'ai serré. Et je lui ai dit que je l'aiderais. Je me suis réveillé avec quelque chose qui me léchait le visage. J'ai tendu la main dans mon brouillard de sommeil et en sentant une fourrure courte et douce, j'ai réalisé que Filou avait réussi à monter sur le lit. En ouvrant les yeux, j'ai vu son visage heureux et écrasé tandis qu'il me donnait une autre lèche, manifestement fier d'être monté sur le lit d'une manière ou d'une autre. La fille de l'animalerie m'avait dit qu'il s'appelait un carlin, et dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était la chose la plus bizarre et la plus mignonne que j'ai jamais vue. J'ai toujours été fasciné par les chiens en grandissant, en partie à cause des histoires de mon père sur Rex, mais je n'avais jamais vu un chien comme celui-ci sur les vieilles photos. 1 heure plus tard, je l'avais ramené à la maison, préparant son lit et sa nourriture pendant qu'il explorait l'appartement avec une détermination maniaque et bondissante. En ébouriffant sa fourrure, j'ai pensé à essayer de me rendormir, mais je savais que c'était peine perdue. Au cours des 5 jours qui ont suivi ma dernière lettre à l'autre Benjamin, j'ai eu de plus en plus de mal à dormir. Je me sentais très coupable de ce que j'avais fait à Magali et à lui. Et plus je restais loin de cet endroit, plus je le ressentais. En vivant dans cet autre monde, mon ancien monde, j'en étais venu à me sentir piégé à l'intérieur de moi-même. Lorsque j'ai commencé à remarquer ce changement en moi, il y a quelques années, j'étais inquiet mais aussi étrangement intrigué. C'était comme si je me tenais au bord d'une grotte nouvellement formée et chaque jour j'y entrais un peu plus profondément et un peu plus souvent. Mais avec le temps, la lumière de l'extérieur ne pénétrait plus aussi bien que l'obscurité et je me perdais dans le noir. Je traversais aveuglement des rochers déchiquetés tandis que des choses invisibles se glissaient autour de moi. Et lorsque je retrouvais enfin mon chemin, je jurais que c'était la dernière fois que je me rapprochais de cette chose. Mais ensuite, j'y retournais.
C'est ce qu'il y a d'amusant avec la folie. Elle vous donne l'impression d'avoir le choix, comme si les options que vous choisissez étaient raisonnables ou justifiées. Et quand vous regardez en arrière, horrifié, ce que vous avez fait, vous vous sentez complètement responsable de tout. Et c'est le cas. Je n'essaie pas de trouver des excuses ou de mettre tout ce que j'ai fait sur le compte de la corruption qui ronge lentement l'autre monde. J'ai gagné cette culpabilité, cette tare, honnêtement et par mes propres œuvres, et je la porterai toujours avec moi. Mais c'est en partie pour cela que j'aime tant Filou. En plus d'être gentil, mignon et généralement génial, il ne sait pas non plus à quel point je suis une merde méprisable. Pour la 1000e fois au cours des derniers jours, je regarde le mur à côté du bureau. La plupart du temps, je crains et j'espère en même temps qu'une porte s'y ouvre. Je suis terrifié à l'idée d'y retourner, et si jamais ils y parvenaient, je suis sûr que l'autre Benjamin et Magali essaieraient de me tuer ou de me renvoyer à l'intérieur. Au début, ma réponse était que je les tuerais s'ils revenaient. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Peut-être que nous pouvons tous survivre dans ce monde. Je peux prendre Filou et partir quelque part, et avec le temps, ils pourront oublier que j'existe. Je sais que je suis toujours fou, mais au moins maintenant je peux le reconnaître, et j'ai l'impression de sortir de la grotte et d'être en plein soleil un peu plus chaque jour. Et j'aime tellement ce monde. J'ai compris comment faire fonctionner le téléphone portable de Benjamin au bout d'1 heure environ le 2e jour de mon séjour. La plupart des gens n'ont pas de téléphone portable dans mon pays d'origine parce qu'ils ne sont pas fiables. L'un des effets secondaires de l'aggravation de la situation il y a quelques années a été que la plupart des transmissions sans fil ont cessé de fonctionner régulièrement. C'est comme les taches solaires ou les éruptions solaires, mais tout le temps. Mais j'ai eu un téléphone portable il y a quelques années, mais pas un de ces trucs sophistiqués à écran tactile. J'ai farfouillé dedans jusqu'à ce que je trouve où travaillait l'autre Benjamin, puis je me suis fait porter pâle. J'avais besoin de temps pour m'acclimater, mais aussi d'argent. Alors le lendemain, j'ai serré Filou dans mes bras et je me suis rendu sur place. Curieusement, le travail se faisait dans une entreprise qui fabriquait des cartes de vœux. Les cartes de vœux n'existaient plus vraiment là d'où je venais. Mais apparemment, l'autre Benjamin les écrivait pour gagner sa vie. Les 2 premiers jours ont été très difficiles. Les regards étranges que me lançaient certains de mes collègues montraient bien que je ne produisais pas le genre de matériel qu'ils attendaient de Benjamin. J'ai donc parcouru tous ces anciens travaux pour me faire une idée. La plupart étaient sacrés et idiots, mais il y en avait aussi de bonnes des idées. Dans certaines d'entre elles, j'ai eu l'impression de voir l'autre Benjamin, et cela m'a permis de mieux le connaître, de le voir davantage comme une personne plutôt que comme un simple obstacle. Ou peut-être que c'était juste ma folie qui commençait à s'estomper, ma culpabilité qui commençait à se faire sentir. Quoi qu'il en soit, cela ne m'empêchait pas d'aimer aller travailler. En vivant dans cet ancien monde, même lorsque j'étais au fond de la grotte, j'avais l'impression que chaque personne que je rencontrais était une ligne à haute tension qui bourdonnait d'impulsions sombres et débordait d'un potentiel de violence. Ce n'était pas le cas de tout le monde, bien sûr, et je faisais moi-même partie de ce camp. Mais cela ne rendait pas la tension constante de la vie quotidienne plus facile à supporter. Ici, les gens ne sont pas toujours heureux ou gentils, mais au moins, ils sont normaux. C'est comme ça que je me souviens avoir été quand j'étais plus jeune. Hier, j'étais assis à mon bureau, essayant de trouver une façon de dire « joyeux anniversaire », qui ne soit pas trop choquant ou étrange, et je me suis émerveillé des bruits qui m'entouraient. Les gens bavardaient, mangeaient des beignets, parlaient de leurs vacances dans 2 semaines ou du mariage de leur fille le mois dernier. Même les choses liées au travail étaient faites d'une manière si banale et si civile que cela en devenait surréaliste. Même si cela me plaît beaucoup, à la fin de la journée, je dois rentrer chez moi et être seul. Il m'est difficile de rester trop longtemps avec des gens, même des gens normaux qui ne se mettront probablement pas soudainement à crier ou à essayer de me tuer. Je ne suis plus habitué à cela, et je ne le serai peut-être jamais. Je n'en sais rien en fait, mais j'ai déjà plus dans ce monde que je ne l'aurais jamais cru. Et les nouveaux films, je passe beaucoup de temps à regarder des films quand je suis à la maison. Ici, ils ont fait des films à partir de la trilogie Le Livre Rouge de Westmarch de Tolkien,
Il l'appelle le Seigneur des Anneaux, ce qui est un nom idiot, mais les films sont géniaux. Mon préféré, c'est le personnage Gollum. J'ai lu qu'il l'avait fait en image de synthèse, ce qui est incroyable et plus avancé que tout ce que j'ai vu dans mon monde. J'ai failli appeler mon chien Gollum d'ailleurs, mais j'ai finalement choisi Filou. De toute façon, il ressemble un peu à Gollum avec ses yeux d'insecte. Il dort sur mes genoux pendant que j'écris ces lignes, et aussi stupide que cela puisse paraître, je pense que c'est en partie à cause de lui que j'ai tant de mal à accepter ce que j'ai fait. J'aime ce petit bonhomme, et c'est la première fois que j'aime quelque chose depuis ma Magali. Rien qu'en pensant à elle, à ce que nous avons fait l'un à l'autre quand ça allait mal, je me détesterai toujours pour ça. La question est de savoir combien de péchés je veux ajouter par-dessus. Jusqu'à quel point dois-je me haïr ? J'ai décidé d'écrire tout cela pour faire le point sur toutes ces pensées et tous ces sentiments. C'est un peu comme si je l'écrivais à l'autre Benjamin, mais sans avoir l'intention de l'envoyer. Mais je suis en train de réaliser que je devrais lui envoyer ce message. Pas seulement ça non plus, mais des instructions sur la façon de revenir, ou un message pour fixer une heure à laquelle je pourrais ouvrir la porte de ce côté-ci s'il n'est pas prêt à le faire du sien. Je ferais mieux d'attendre de savoir ce qu'il veut faire avant d'envoyer le papier supplémentaire, et j'espère ne pas arriver trop tard pour l'un ou l'autre. Et pourtant, j'entends toujours une voix qui m'appelle depuis cette grotte profonde et sombre. Cette voix me dit que je dois prendre soin de moi, qu'ils me tueront ou me forceront à revenir si je les aide. Je sais que je ne peux pas faire confiance à cette voix, mais je ne peux pas non plus me défaire du sentiment qu'elle fait partie de ce qui m'a permis de rester en vie, alors que mon propre monde s'est transformé en une sorte d'enfer. Je dois y réfléchir. Je ne veux pas perdre cette vie, mais je ne suis pas sûr qu'elle ne sera pas empoisonnée si je les laisse condamner à cet endroit terrible. Filou vient de se réveiller et veut sortir. Je pense que je vais l'emmener faire une longue promenade et ensuite je verrai pour envoyer une lettre. L'histoire se déroule maintenant selon le point de vue du Benjamin original, qui a été enlevé par l'autre Benjamin de l'autre monde. Enlever un enfant n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire, surtout ici. D'une part, il y a moins de monde et d'autre part, tout le monde est beaucoup plus prudent, surtout avec les enfants. Les premiers jours où Magali et moi sommes sortis, nous n'avons vu que quelques enfants. Nous avions prévu de sortir seulement 2 heures à la fois, dans des directions différentes. Nous voulions nous assurer que si nous voyions quelque chose comme ce qui s'est passé dans le parc, nous pourrions rentrer à l'appartement relativement rapidement, et de cette façon, nous explorions différents endroits potentiels à chaque fois que nous allions quelque part. Nous avons vu un certain nombre de choses à cette époque. La plupart d'entre elles étaient relativement bénignes. Des gens qui parlaient tout seuls ou qui se disputaient bruyamment, qui agissaient de manière erratique ou qui étaient étrangement agités et émotifs. Nous avons assisté à quelques bagarres et un homme s'est précipité dans la rue et a commencé à poignarder une femme qui traversait tranquillement la rue. La chose la plus troublante a été très brève et je ne pense pas que Magali l'ait vue. Nous marchions vers le sud ce jour-là, nous demandant si nous devions aller plus loin que d'habitude dans l'espoir d'atteindre une école qui était censée se trouver à quelques pâtés de maison. C'était un grand risque d'enlever un enfant dans une école, surtout quand nous devions faire tout ce chemin à pied avec lui. Mais chaque jour, nous devenions plus désespérés. Et plus nous passions de temps à voir cet endroit, plus la question de savoir si nous devions le faire s'estompait au fur et à mesure que la question de savoir comment le faire devenait de plus en plus pressante. Alors que nous marchions, j'ai jeté un coup d'œil dans une allée que nous traversions. J'ai vu une femme et un enfant d'une dizaine d'années penchés sur un homme affalé contre une benne à ordures. J'ai d'abord cru qu'il se penchait pour le surveiller, mais le petit garçon s'est retourné et m'a regardé avec des yeux d'un vert profond qui pétillaient de folie. Sa bouche était couverte de sang et de morceaux de chair provenant de l'endroit où ils avaient mangé l'homme. Et alors que ma bouche s'ouvrait, il m'a souri et s'est léché les lèvres. J'ai essayé de ne pas perdre le rythme pour ne pas alerter Magali, et le dernier regard que j'ai vu a été la main de la femme sur l'épaule du garçon. C'est peut-être ma peur ou un jeu d'ombre, mais je jure que j'ai vu sa main s'enfoncer lentement dans le corps du garçon, comme si elle coulait l'une dans l'autre comme de la cire de bougie rose. J'ai dit à Magali que nous devrions continuer, tout en décidant au fond de moi
que nous prendrions un autre chemin pour retourner à l'appartement. Je n'arrêtais pas de regarder par-dessus mon épaule, mais à mon grand soulagement, je n'ai vu aucun signe que nous étions suivis. C'est ce jour-là que notre chance a tourné. À 1 kilomètre de là, nous avons trouvé une école primaire. L'école avait déjà fermé ses portes pour la journée, mais le lendemain, nous étions de retour très tôt. Et après avoir passé la majeure partie de la matinée à observer, nous avions un plan. La plupart des enfants venaient en bus scolaire ou étaient déposés par leurs parents. Mais il y en avait quelques-uns qui venaient à pied le matin. En supposant que c'était également le cas l'après-midi, nous attendions simplement un petit enfant qui marchait seul, de préférence une fille, puisque c'est ce que le faux Benjamin avait utilisé et c'était tout. C'était terrible, et je détestais toujours l'idée de le faire, mais il fallait le faire. Je devais essayer d'arranger les choses, même si je devais faire le mal pour y arriver. Et je me suis dit que ces enfants n'avaient pas d'autre avenir qu'une courte vie remplie de douleur et de peur. Je n'ai pas réussi à me convaincre que tuer l'un d'entre eux était une pitié, mais cela a au moins atténué ma culpabilité. L'école s'est terminée, et nous avons vite compris qui nous suivions. Alors que la plupart des enfants qui marchaient étaient partis par paire ou par groupe, il y avait une petite fille qui s'était mise en route toute seule, comme si elle avait hâte d'être loin des rires, des bousculades et des plaisanteries des autres enfants qui se faisaient ramasser ou qui partaient à pied. Elle avait de l'embonpoint, de longs cheveux noirs filandreux et mal coiffés. Ses vêtements étaient manifestement vieux et sales par endroits, et lorsqu'elle marchait, je pouvais voir que la semelle commençait à se séparer à l'arrière de l'une de ses baskets rouges. Elle avait l'air triste et mal aimée, et je devais lutter contre l'envie de dire à Magali que c'était une erreur. Mais quand je l'ai regardée, tout ce que j'ai vu, c'est la détermination sinistre, presque maniaque, que j'avais observée depuis que nous avions commencé cela quelques jours auparavant. Elle n'avait plus de pitié, ni d'équivoque à ce stade, et comment lui en vouloir, compte tenu de tout ce qu'elle avait vécu. Nous avons donc suivi l'enfant jusqu'à ce qu'elle prenne un chemin différent de celui qui mènerait à l'appartement. Et nous nous sommes alors approchés d'elle pour lui dire qu'elle devait venir avec nous. Elle nous a demandé pourquoi, et nous lui avons donné la réponse générique que nous avions prévue. Un membre de ta famille a été blessé, et on nous a dit de venir te chercher. On n'a pas encore tous les détails. C'était vague et boiteux, mais nous espérions que cela suffirait à la faire avancer d'1 kilomètre ou 2 avant qu'elle ne pose d'autres questions. Elle a semblé peser nos mots, et j'ai compris qu'elle ne nous croyait pas vraiment. Pour une douzaine de bonnes raisons d'ailleurs. Pourtant, à ma grande surprise, elle s'est contentée de hausser les épaules d'un air résigné. Et elle a dit « D'accord, je viens ». Je me suis dit que les enfants étaient probablement en train de devenir fous dans cet endroit, tout comme les adultes. Et compte tenu de ce que j'avais cru voir dans la ruelle, je me suis rendu compte à quel point cette petite fille pouvait être dangereuse. Mais pendant que nous marchions, elle n'a pas essayé de nous attaquer, ni même de se plaindre. Elle avançait docilement, et après quelques kilomètres, j'ai commencé à me demander quelle devait être sa vie pour qu'elle accepte d'être enlevée aussi facilement. Mais j'ai repoussé cette idée. Moins je la considérais comme une personne, comme une petite fille triste, mieux c'était. Le voyage de retour prenait plus de temps que prévu. Non pas à cause de problèmes avec elle, mais parce que nous nous étions perdus. À mesure que le crépuscule avançait, les points de repère semi-familiers devenaient moins familiers. Et d'une manière ou d'une autre, en changeant d'itinéraire, nous avons pris un mauvais virage. Nous sommes arrivés à l'appartement sans incident malgré tout, mais bien après la tombée de la nuit. Et la petite fille, résolument stoïque, avait commencé à murmurer qu'elle avait faim et qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. Lorsque nous sommes montés à l'étage, j'ai partagé un regard avec Magali en disant à la fillette que nous lui préparerions un dîner après lui avoir montré quelque chose dans l'autre pièce. Le papier et le couteau étaient déjà installés dans la chambre. Je me suis dit que cela devrait aller assez vite. Mais quand la fille a de nouveau demandé à aller aux toilettes, j'ai cédé, lui disant d'y aller mais de faire vite. Elle a acquiescé et s'est empressée d'aller dans la salle de bain du couloir, fermant la porte derrière elle. Magali m'a jeté un regard dur auquel j'ai répondu par un haussement d'épaule. « C'est 5 minutes, et je pense que c'est le moins qu'on puisse faire. Ce n'est qu'une petite fille après tout. » Je lui ai dit.
Son expression s'est un peu adoucie, sa voix imitant mon ton feutré. « Je sais, je veux juste en finir, il faut qu'on rentre », m'a-t-elle dit. J'ai acquiescé, et j'ai pensé à tendre la main pour la réconforter. Mais ce n'était vraiment pas le moment. Nous devions rester concentrés et surmonter cette épreuve. Ensuite, et alors ensuite seulement, nous pourrions nous aider mutuellement à retrouver une vie normale. Au bout d'une minute, la chasse d'eau fut tirée. Immédiatement, les tuyaux se mirent à couiner et à cliqueter avec un niveau de bruit qui me surprenait encore après presque une semaine d'utilisation. Magali m'avait mis en garde contre ces tuyaux, comme le fait de ne pas les utiliser. Il fait nuit. Les yeux de Magali s'écarquillent de panique. Il a dit de ne jamais tirer la chasse d'eau après la tombée de la nuit, m'a-t-elle expliqué. J'ai senti la peur monter dans ma poitrine et j'ai essayé de l'ignorer. Mais non, je suis sûr que tout ira bien. Quelles sont les chances qu'une bande de vagabonds patrouille à l'extérieur en ce moment même, n'attendant qu'un signe de vie pour s'introduire, ai-je dit. Pourtant, je sentais mon cœur s'emballer et j'allais frapper à la porte de la salle de bain quand la fille est sortie, l'air troublé par notre excitation. Je lui ai pris le bras et l'ai entraînée dans la chambre. Elle était toujours silencieuse, mais elle commençait à résister physiquement. Heureusement, Magali était là et l'a attrapée par derrière, entourant la poitrine de la fille de ses bras. « Je la tiens, fais-le, dépêche-toi !» J'ai lâché le bras de la fille et j'ai regardé le visage de Magali. Elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus et d'être une personne différente de la femme que je connaissais et que j'aimais. Son sourire facile et ses yeux brillants et intelligents avaient été remplacés par un regard sinistre et des pierres ternes qui me transperçaient tandis qu'elle attendait que je saisisse le couteau. Je l'ai pris et j'ai eu le temps de penser au poids qu'il faisait, à la façon dont il se sentait dans ma main. L'instant d'après, il y a eu un fracas qui semblait provenir de la porte d'entrée de l'appartement. Quelqu'un essayait de forcer le passage. Les yeux de Magali s'écarquillèrent et sa poigne sur l'enfant se resserra. Elle était maintenant hystérique. « Fais-le maintenant, putain! Fais-le maintenant avant qu'il ne nous tombe dessus, crétin !» Prenant soin d'éviter le visage de l'enfant, j'ai déplacé mon regard vers le couteau. Prenant une grande inspiration, je l'ai enfoncé dans l'estomac de la fillette. Malgré cela, elle ne s'est pas plainte, si ce n'est pour émettre un petit « ouf », comme si on lui avait donné un coup de poing dans le ventre. Je commençais à pleurer, mais le bruit d'éclatement de la porte d'entrée qui cédait enfin m'a encouragé. J'ai mis mes doigts dans le sang qui coulait de la blessure au couteau et je me suis retourné pour tracer le rectangle à l'intérieur de la porte en papier. Immédiatement, une fissure est apparue et à mon contact, la porte s'est ouverte. Je me suis éloigné en traînant les pieds et j'ai dit à Magali de passer, voyant 2 hommes et une femme entrer dans le salon et me regarder au loin. J'ai sursauté et j'ai claqué la porte de la chambre en tournant la serrure, sachant que la porte ne tiendrait que quelques secondes. En me retournant, j'ai vu Magali disparaître par la porte et j'ai plongé derrière elle, me faufilant à travers et retournant dans mon monde. La première chose que j'ai remarquée en passant était des aboiements. J'ai levé les yeux et j'ai vu Magali qui se tenait tout près, le couteau que nous avions utilisé sur la fille dans sa main. « Recule, enfoiré !» Magali lui a lancé un grognement. Le faux Benjamin était sur le point de répondre quelque chose, mais c'est alors que j'ai tiré vers l'arrière à travers la porte. Des mains rugueuses me tenaient, tirant sur mes vêtements et m'éloignant de mon chemin vers la maison. J'ai levé les yeux et j'ai vu des visages étranges avec de petits symboles tatoués entre les sourcils de chacun d'entre eux. Ils n'avaient pas l'air en colère, ni même contrariés, alors qu'ils commençaient à me donner des coups de poing et des coups de pied. C'était paradoxal. Au contraire, ils étaient placidement calmes, presque ennuyés, comme si ce qu'ils faisaient faisait partie de leur routine quotidienne. Et c'était probablement le cas. J'ai essayé de me mettre en boule, mais j'avais déjà très mal, et protéger mon ventre ne faisait qu'exposer davantage mon dos. J'ai fermé les yeux. Je savais que j'allais mourir ici, battu à mort par des étrangers dans un monde inconnu. Mais l'un d'eux s'est mis à crier. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le faux Benjamin retirer le couteau que Magali tenait des yeux de l'un des hommes. Alors que l'homme commençait à tomber, la femme a cessé de me donner des coups de pied pour sauter sur le dos du faux Benjamin en poussant un hurlement furieux.
Il a poussé vers l'arrière, la plaquant contre le mur et enfonçant le couteau dans son flanc. Son hurlement s'est transformé en un cri de douleur, et alors qu'il retirait le couteau, il s'est retourné pour l'enfoncer dans son cou avec un bruit humide qui m'a fait grimacer. Je me suis rendu compte que l'autre homme était parti pendant ce temps, et j'allais le dire au faux Benjamin, mais il était occupé à regarder le tatouage sur le visage de la femme. « Putain, ok, tu dois sortir d'ici, repasser par la porte. Je vais la détruire dès que vous partirez, et ensuite j'essaierai d'attraper cet enfoiré et ses potes. » J'étais vraiment perdu, mais j'ai soudain senti que je ne devais pas laisser le faux Benjamin ici, malgré tout ce qu'il avait fait. « Pourquoi tu ne reviens pas avec nous ? Tu pourras payer ici pour tes crimes. » Il m'a regardé un moment, puis a secoué la tête. « Je ne peux pas, ce ne sont pas des criminels ordinaires. Ils font partie d'un des grands cultes qui ont vu le jour ces dernières années. Ils s'appellent eux-mêmes la Maison de la Griffe. S'ils découvrent comment fabriquer une porte, rien ne les empêchera, eux et Dieu sait quoi, de se déverser dans votre monde. Ils se déplacent toujours par groupe de 4 ou 5. Alors je dois essayer d'attraper le reste d'entre eux maintenant. » Il marqua une pause. « Mais je vous remercie de votre offre, et s'il vous plaît, prenez soin de mon chiot. Il s'appelle Filou et c'est un très bon garçon. » Je voyais bien que le faux Benjamin pleurait, mais je savais que nous n'aimions pas que les gens fassent des commentaires sur nos pleurs. Alors j'ai laissé tomber. « Benjamin, si tu survis et que tu veux venir, utilise l'un de ces bouts de papier et envoie-moi un mot. Je t'enverrai plus de papier pour faire une porte. » J'ai laissé de côté l'idée qu'il devait tuer un autre enfant, mais j'ai vu dans ses yeux qu'il y pensait. Mais il a secoué la tête. « Ne vous inquiétez pas pour ça. On doit être prêt à faire des sacrifices pour ce qui compte. Je le comprends mieux maintenant. Allez-vous-en. Ayez une bonne vie tous les deux et je suis vraiment désolé pour tout. » nous disait-il en sanglots. J'acquiesçai et me retournai sur le ventre, rampant aussi vite que ma douleur me le permettait. Dès que mes pieds ont franchi l'autre côté, la porte a disparu. J'ai levé les yeux pour voir Magali tenir le chiot tremblant, qui m'a regardé un instant avant de se remettre à aboyer frénétiquement et à se tortiller. 6 heures se sont écoulées depuis. J'ai trouvé et lu ce que l'autre Benjamin avait écrit, et à sa décharge, Magali a été honnête après avoir lu sa lettre. Elle m'a dit qu'elle avait menti sur le fait qu'il avait abusé d'elle, et m'a raconté ce qu'elle dit être le récit véridique du temps qu'elle a passé avec lui et moi. Elle est partie il y a quelques heures pour rentrer chez elle et faire le ménage, et se reposer surtout. Nous nous sommes serrés dans les bras quand nous nous sommes séparés à ma porte, mais je peux dire que tout est différent maintenant. Quelque chose s'est brisé entre nous. C'était trop fragile ou trop rigide pour supporter le poids de tout ce que nous avons vu, dit et fait. Et le plus triste, c'est que je suis d'accord avec ça. Le mois dernier m'a permis de mieux comprendre ce à quoi je peux survivre. En ce moment, j'essaie de me lier d'amitié avec un petit chiot nommé Filou. C'est un petit bonhomme très mignon, mais il roule des yeux méfiants chaque fois que j'essaie de m'approcher de lui. Je ne suis peut-être pas le bon Benjamin pour lui. Je commence à penser que je ne suis pas le bon Benjamin pour beaucoup de choses. J'ai cherché un signe sur le bureau toute la nuit, mais il n'y a rien eu. Finalement, après avoir pris une deuxième longue douche et redonné de l'eau à Filou, je me jette dans le lit et m'endors profondément. Je commence à me réveiller et je peux dire que c'est soit tôt le matin, soit tôt le soir, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. D'ailleurs, c'est Filou qui m'a réveillé, en aboyant après quelque chose. Je me retourne et je vois qu'il saute et aboie sur le bureau. Il y a dessus un bout de papier bleu. Je saute du lit, j'essuie le sommeil de mes yeux et je le lis. Je les ai eus. Heureusement pour moi, la chambre n'a pas eu peur de recruter des jeunes. J'arrive tout de suite. Dis à Filou qu'il est mon précieux, il comprendra. En riant et en me sentant stupide, j'ai lu la note à Filou, qui rebondissait avec excitation contre ma jambe, comme s'il savait ce qui allait se passer. Et c'est alors que je l'ai vu. La porte était sur le point de s'ouvrir pour la dernière fois.